Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ma vie de sophrologue, de la théorie à la pratique. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Véronique Sophie Guérillo, que je suis ravie d'accueillir, dont j'ai souvent entendu parler par des sophrologues que, avec Emmanuel Briand, nous accompagnons parce qu'elles ont déjà participé avec toi à des formations, elles t'ont déjà rencontré et elles m'en ont dit le plus grand bien. Donc, je suis particulièrement heureuse de te recevoir aujourd'hui. Et justement, je vais te demander de te présenter, de dire qui tu es, comment tu interviens en sophrologie et ce que tu proposes en termes de formation. Bonjour, je suis sophrologue caïcédienne et fondatrice de la méthode Agua Sophro, la sophrologie dans l'eau, et de la Fédération de la sophrologie dans l'eau pour faire connaître et reconnaître l'activité. Comment m'est venue cette idée de créer cette méthode? Je suis nageuse depuis mon enfance, depuis toujours. Instinctivement, j'ai passé mon diplôme de maître nageur en 1985 quand j'avais 20 ans. Et il fallait faire un stage pendant cette formation de maître nageur. Et au lieu d'aller à la piscine municipale au bout de ma rue à Paris, je suis allée à Roscoff dans un centre de rééducation. Et là, j'ai rencontré un jeune de mon âge, j'étais dans le service des accidentés de la route, un jeune accidenté moto, et moi je suis motard aussi depuis toujours, qui était devenu paraplégique suite à un accident de moto, et qui m'a dit cette phrase qui a transformé ma vie. On était dans l'eau tous les deux, en train de discuter, et il m'a dit, ici c'est le seul endroit où je retrouve ma dignité parce que je tiens debout. Et cette phrase a vraiment marqué ma vie. Je suis sortie de l'eau en me disant, waouh, un jour je créerai quelque chose, je ne sais pas quoi, une méthode, quelque chose pour aider les gens grâce à l'eau. Et puis, chemin faisant, voilà, j'ai fait d'autres métiers, hein, dans les clubs de vacances pendant 10 ans, spectacle, gendarme pendant 11 ans et pompier aussi. Je travaillais dans le harcèlement scolaire. Enfin, toujours des métiers où j'aidais les gens, en fait. Et puis un jour, je me suis blessée en tant que pompier et je me suis dit, bah, c'est le moment de créer ma méthode. Et je me suis tournée vers la sophrologie, donc pour créer cette méthode 30 ans plus tard. J'ai choisi l'école de sophrologie caïcédienne, j'ai commencé mes 4 premiers degrés. Quand j'étais maître nageur, j'utilisais du matériel pour les bébés nageurs, qui sont ces tapis flottants ronds là que j'utilise avec le trou au milieu. Et j'ai eu l'idée de poser ma tête dedans après avoir essayé beaucoup d'autres matériaux. J'ai trouvé cette position, je les ai appelées les nénuphars, cette position dans laquelle on est complètement en apesanteur pour la partie assise pendant la séance. Et quand j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux quelques photos de mon activité, en fait, comme tous les sophrologues, j'ai pas mal de sophrologues qui m'ont contacté eux-mêmes et qui m'ont dit, bah, nous, on a aussi l'envie de faire de la sophrologie dans l'eau, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Est-ce que tu peux m'apprendre, quoi? Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à une, deux, trois sophrologues. Et puis après, bah, à créer le centre de formation. Et puis après, bah, du coup, à ne faire que de la formation pendant là, 4 ans. Et j'ai formé donc 240 sophrologues là pour l'instant. Super, c'est génial ça. Moi, je trouve ça absolument merveilleux quand on arrive à déployer le ce pourquoi on est arrivé à la sophrologie et qu'on arrive à le déployer. Et en plus, le déployer pour nos clients, c'est génial. Et pouvoir le transmettre à d'autres sophrologues, transmettre des techniques, des méthodes qu'on a éprouvées nous en tant que sophrologue et on sait que ça fonctionne. Moi, je trouve ça absolument super. Du coup, probablement qu'entre la sophrologie que toi tu as apprise, la théorie qui t'a été transmise quand tu as fait tes formations et l'application pure de l'agua sophro, est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles pour toi dans la mise en application ou est-ce que c'est venu naturellement? Parce que la sophrologie dans l'eau, bien évidemment, il doit y avoir des différences avec la sophrologie sur chaise, debout ou allongée. Alors en fait, j'ai créé ma méthode tout au long de mes 4 ans d'études de sophrologie jusqu'au master. Et je l'ai vraiment créé sur le modèle caïcédien, en respectant l'éthique de la sophrologie et en respectant le fait que on n'est pas juste dans l'eau pour se relaxer, pour faire de la relaxation. Moi, j'ai voulu aller vraiment rester dans la sophrologie pure. Et j'ai monté mes protocoles exactement sur le modèle caïcédien que j'ai appris. C'est la seule méthode par laquelle on fait de la sophrologie dans l'eau, exactement comme en cabinet.
Sauf que j'ai utilisé donc cet élément de l'eau en supplément. Mon, ma petite phrase, mon petit slogan, entre guillemets, et c'est exactement ça, c'est les effets de la sophrologie renforcés par les bienfaits de l'eau. Parce qu'on va avoir exactement les mêmes effets que la sophrologie, parce qu'on fait de la sophrologie pure et avec les mêmes protocoles des séances en cabinet. Sauf que j'ai utilisé toutes les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau pour pouvoir apporter l'eau, les bienfaits de l'eau en supplément des effets de la sophrologie. Donc, on va pouvoir utiliser la flottaison, la pesanteur, la pression de l'eau, tout ce que ça déclenche au niveau de la respiration, la résistance de l'eau, les appuis, ce que ça déclenche pour la détente musculaire, la sensation d'enveloppement, les massages, l'eau qui remue, qui se calme, etc. Le lâcher-prise dans la position sur le nénuphar, ce tapis pour les bébés nageurs. On utilise aussi les sons, les vibrations de l'eau, la fusion avec l'eau, perte de notion de temps et d'espace, la mémoire cellulaire, l'eau qui est un booster d'émotions. Et tout ça, en fait, toutes ces caractéristiques qui appartiennent à l'eau, qui sont déclenchées par l'eau, sont rajoutées au moment de la pause d'intégration ou au moment du mouvement, pendant la contemplation senso-perceptive, au moment où on ramène au corps. Tout ça intervient pour qu'on ait un ressenti dans le corps encore plus grand que quand on est en séance de sophrologie dans un cabinet, debout ou assis sur une chaise. Ok, moi je trouve ça super et me vient quelque chose. En cabinet, souvent les personnes, quand on justement on est dans la séance guidée, la température du corps baisse. Est-ce que par rapport à l'eau, justement, il y a quelque chose de plus? Est-ce que la sensation de fraîcheur qui apparaît quand vraiment le corps, tu sais, quand le corps se relâche complètement, se décontracte, se détend, est-ce que dans l'eau, ça a un impact plus fort ou pas? C'est une question très importante dans cette activité, justement, parce que dans l'eau, le corps se refroidit 25 fois plus vite que dans l'air. Donc c'est vraiment quelque chose dont j'ai dû tenir compte. Au début, quand j'ai fait mes séances, au bout d'un an, à la phénodescription, à chaque fois, les gens me disaient oh, c'était extraordinaire, mais j'ai eu froid. Voilà. Donc à un moment donné, je me suis posé la question comment je pourrais faire pour pouvoir continuer l'activité. Donc, bien sûr, on va dans des eaux, la plupart du temps, si c'est possible, à 32 degrés. C'est pas toujours faisable. On peut faire cette activité dans une eau à partir de 29-30 degrés. Et du coup, j'ai trouvé plein de solutions que j'ai mises en place pour pouvoir prévenir ou intervenir au moment où on sent que les personnes vont ressentir une sensation de refroidissement. Donc on a des techniques, en effet, soit physiologiques, par des mouvements ou soit, par des visualisations ou par du matériel. Donc ce n'est pas un problème en fait, parce qu'on arrive à garder, à maintenir les personnes dans une température, très agréable. Ça a été un problème au départ, mais bien sûr, hein, on crée des nouvelles recettes, ben, on teste, hein, on tâtonne. Cette méthode, elle a à peu près 10 ans. Et moi, ça fait 10 ans que je la fais évoluer en permanence, elle grandit, elle évolue, elle change, elle se modifie, elle s'adapte à tous les domaines d'application, à tous les types de bassins, à toutes les températures, à toutes les personnes, voilà. Donc c'est une méthode qui évolue en fait en permanence. Est-ce que tu dirais que c'est ouvert à tout le monde ou est-ce que c'est plus intéressant de pratiquer cette méthode-là par rapport à certaines problématiques? Et est-ce qu'il y a des incompatibilités? Alors, c'est une méthode qui, en effet, s'adresse à tout le monde et est bénéfique pour tout le monde. Donc, je catégorise en trois domaines d'application. Le premier domaine d'application qui serait plutôt le mieux vivre, mieux être, où là, on peut prendre jusqu'à 10 personnes en fait en groupe. Et là, on va aller travailler plutôt sur la reconnexion au corps, gestion du stress, évacuer le négatif, retrouver le positif, harmonie corps-esprit. Ensuite, le domaine thérapeutique, où là, on va pouvoir prendre ou à 3 ou à 4 ou jusqu'à 5,
pour le sommeil, les addictions, phobie, burn-out, gestion de la douleur, préparation aux examens, le stress, etc. Et puis, il y a un troisième domaine pathologique, où là, on va pouvoir aller en complément de tout ce qui est fait par les médecins, kinés, les spécialistes, où on va pouvoir apporter quand même notre partie sur la gestion de la douleur, se reconnecter à son corps tel qu'il est actuellement suite à une blessure. Par exemple, quand les gens sont en rééducation fonctionnelle, bon, ben, une reconnexion à son corps tel qu'il est maintenant, acceptation de son nouveau corps, rebooster l'envie de guérir dans la gestion de la douleur pour l'endométriose, la fibromyalgie. On intervient par rapport aux aidants aussi, par exemple. Et puis, on fait des séances avec les aidants aidés, les femmes enceintes, et pas que, alors en périnatalité, donc prénatal, postnatal, pendant la grossesse, avec le papa, etc. On peut commencer à partir de 9 ans, les enfants. Moi, j'avais mon petit voisin là, qui venait comme cobaye à la formation pendant des années. À 9 ans, il venait dans les séances adultes. Quand j'ai créé cette méthode, mes enfants avaient 10 ans, maintenant ils en ont 20. Bon, bah, ils ont été mes clients, ils ont participé aux séances à tous les âges, donc de 10 ans à 20 ans, ils adorent ça. La sophrologie dans l'eau s'adresse vraiment à tout le monde, dans tous les domaines. Merci Véronique, c'était très intéressant et je trouve ça particulièrement chouette pour les gens qui aiment ça, aiment être dans l'eau et ont envie de vivre cette expérience-là ou des expériences-là. Comme on s'adresse aussi beaucoup à des sophrologues qui s'installent dans ce podcast, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à des sophrologues qui s'installent? Alors, comme conseil pour quelqu'un qui s'installe, à mon avis, la chose la plus importante pour s'installer, c'est d'identifier à qui déjà on a envie de faire de la sophrologie. Alors, on appelle ça sa cible, hein, mais j'aime pas trop ce mot. C'est vers qui je me sens le plus attiré pour apporter de la sophrologie. Et vraiment identifier les besoins de ces personnes-là pour pouvoir leur apporter une réponse comme étant la personne qu'ils ont besoin de voir pour vivre mieux. Et non pas de faire de la vente de sophrologie, en fait. Mm. Pas juste dire j'ouvre un cabinet, je propose de la sophrologie qui peut vous apporter ça, 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 ça. C'est être la personne indispensable en réponse aux besoins des gens à qui j'ai envie de faire de la sophrologie. Voilà. Ouais. Et là, les gens vont se reconnaître dans notre message et ils vont venir d'eux-mêmes. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on dit avec Emmanuel, et ça on le dit depuis qu'on accompagne des sophrologues justement dans l'installation. Mais il s'agit vraiment d'identifier auprès de qui on veut intervenir et d'identifier leurs problématiques, ce qui fait qu'ils vont avoir besoin de nous, mais pas par rapport à la sophrologie, pas forcément par rapport à cette pratique-là, mais nous, on va utiliser la sophrologie pour les aider à sortir de la problématique de laquelle ils pourraient peut-être sortir avec une autre technique, une autre pratique, mais la sophrologie, parce qu'on est spécialisé, on sait faire avec leurs problématiques, on sait les sortir de leurs problématiques et leur permettre d'être dans un mieux-être au quotidien. Mm. Tout Voilà. à fait. Alors, quand les sophrologues viennent à la Gua Sophro, souvent, les sophrologues me disent, bah, moi, j'aimerais bien travailler avec les personnes handicapées. Dans mon métier, je suis plus avec tel type de personnes. Moi, je voudrais aller plus vers les enfants, plus voilà. Donc déjà, ça, c'est très intéressant parce que ça va leur permettre après de pouvoir s'adresser dans les structures ou à ces personnes-là et à bien étudier quels sont leurs besoins pour pas trop se disperser et, répondre vraiment aux besoins de ces personnes-là. Donc, quand on va sur sur mon site internet, d'ailleurs à la page activité, en fait, j'ai mis des nénuphars de couleurs. Et dans tous ces nénuphars de couleurs, j'ai retiré le mot sophro, j'ai mis agua et le nom de la séance. Que la personne se reconnaisse dans son besoin est marqué sur ce rond de couleurs, hein, et la couleur correspond en plus au thème.
Et sachant qu'on utilise la sophrologie pour répondre à leurs besoins qui est identifié dans le visuel du nénuphar de couleur qui porte le nom de la séance à laquelle ils vont s'inscrire. Oui, et c'est intéressant. Et du coup, c'est pas parce que les gens sont formés à l'agua sophro, c'est pas ça qu'ils vont mettre en avant. C'est pas la formation agua sophro, c'est la problématique et on va utiliser l'agua sophro pour venir régler ou apaiser ou traiter une problématique individuelle. Oui, sachant que vraiment, l'agua sophro utilise l'eau en Mm. plus. Ouais. En plus, donc là, moi je dis toujours, à partir du moment où vous êtes agua sophro, vous avez appris la méthode, vous n'êtes plus tout seul. Quand vous faites une séance, vous avez une collègue et votre collègue, c'est l'eau. Et l'eau est aussi importante. Quel a été ton plus gros challenge dans la mise en place de ton activité? Alors, mon plus gros challenge, ça a été de créer cette fédération de sophrologie dans l'eau. En fait, avec mon parcours, j'ai toujours eu des métiers où je faisais partie d'un corps de métier. Et donc, j'ai toujours fait partie de réseaux, de fratries, avec la gendarmerie, avec les clubs de vacances, avec les pompiers. Et en fait, instinctivement, quand j'ai commencé à créer la formation, j'ai immédiatement créé ce groupe pour qu'on ne soit pas seul. Parce que je sais que les sophrologues, en plus, sont souvent seuls. Et donc, les sophrologues, quand ils finissent la formation, ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de venir adhérer à la fédération de sophrologie dans l'eau. Et cette fédération, pour moi, c'est un gros challenge parce qu'elle représente beaucoup de choses. Elle représente déjà le soutien, la cohésion, la groupéité, on s'entraide tous, on est plus fort et elle sert pour moi à faire connaître et reconnaître cette activité parce que elle fait tellement de bien aux gens que on a envie que les gens connaissent et que les gens puissent le faire. J'avais le choix hein, entre former, puis derrière ne m'occuper de personne et ne pas passer de temps et former le plus possible pour gagner ma vie aussi et puis pour transmettre le plus possible. Et en fait, j'ai choisi de créer cette fédération pour laquelle je donne beaucoup parce que voilà, j'ai investi du temps, de l'argent, énormément, mais ça me plaît. Et pour que y ait cette force qu'on soit plus fort ensemble. Et en effet, quand on s'adresse à des structures et qu'on dit, que les sophrologues disent, ben derrière, je fais partie de la fédération de sophrologie dans l'eau, ben les structures, les hôpitaux, les piscines, les spas, les thalassos, etc., toutes ces structures disent, ah oui, d'accord, donc il y a une vraie structure derrière et c'est une activité qui est reconnue en Mm. fait. Ouais. Et Voilà. c'est très important hein, par rapport à la sophrologie, justement, qu'il y ait une reconnaissance, une groupéité qui fait qu'on présente la sophrologie de manière fédérative. Oui, tout à fait. Et en fait, avec la fédération, nous, les adhésions, elles servent à... par exemple, on a une attachée de presse euh, qui nous a fait des articles. En décembre, on a eu un article dans Femmes Actuelles, dans Femina, dans Républicain. Enfin, on commence à être pas mal reconnu, en fait. On commence à passer dans les médias et les adhésions, elles servent à ça. Elles servent à pouvoir se donner les moyens de faire connaître. Et puis après, ben, ça se répercute sur les sophrologues qui, eux, sont chacun là où ils habitent. Et aussi, ils travaillent main dans la main, quoi. Il n'y a pas de problème entre les aguasophrologues, il n'y a pas de concurrence. On fait des événements ensemble et puis il y a des webinaires, partage, il y a des groupes de travail, ils font des séances, ils créent des séances ensemble. On travaille ensemble sur la communication, voilà. Et en effet, ben, quand on fédère, on est plus fort. Et puis en plus, c'est beaucoup plus agréable parce que quand il y en a un, quand il y en a un qui a un doute ou une, bah, tout de suite, il y a le groupe derrière qui, avec vraiment une bienveillance
vraiment, vraiment formidable. Et puis c'est une très très belle aventure humaine aussi, vraiment. J'imagine, ouais. Et en plus, ça répond à ce sentiment qui est tellement décrit par les sophrologues qui s'installent, ce sentiment d'isolement, je sais pas, je suis tout seul en fait, j'arrive pas à déployer, j'arrive pas, j'ai pas de collègues, je sais pas avec qui discuter, je reçois moi dans mon cabinet, mais je suis tout seul dans mon cabinet à recevoir les gens. Donc je trouve que c'est particulièrement important pour justement répondre à ce sentiment de solitude qui est quand même très présent chez la majorité des sophrologues. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis on se passe nos trucs, quoi. Les conseils, on partage sur les tarifs, on donne, avec la fédération, on donne les courriers, on donne les contrats, on donne des templates, et tout ça, ça facilite les choses et on se partage tous les tuyaux, comment on s'y est pris. Il y en a qui arrivent à avoir des partenariats avec des structures qui sont au niveau national. Bon, bah, quand il y en a un ou une qui rentre dans une de ces structures, il y a une répercussion parce que si c'est au niveau national, les autres ont accès aussi. Mhm. Donc en fait, cette solidarité est vraiment très intéressante pour le bien-être du sophrologue et aussi pour sa pratique. On se donne aussi des conseils entre nous de quoi mettre dans les séances, comment faire, comment s'y prendre. Vraiment, c'est un échange qui est vraiment très important et indispensable à mon avis. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Parce qu'avec Emmanuel, on est très friande des petites anecdotes de cabinet parce que bah, la sophrologie, c'est aussi un rapport avec l'humain et que partager ces petites anecdotes, c'est toujours agréable. Alors, une anecdote, oui. Au mois d'octobre 2024, j'ai eu la chance d'être invitée par Natalia Caicedo à l'université d'automne qui était sur les aidants en Espagne. Natalia qui me suit, hein, qui suit ma méthode de très très près, je lui en parle régulièrement. Et en fait, donc ils m'ont invité pour que je fasse vivre de la sophro à tous les sophrologues caïcédiens qui étaient là. Et j'ai eu la chance d'avoir le bassin, il y avait deux bassins, un bassin extérieur qui était trop grand et il y avait un petit bassin en rooftop, un truc incroyable, au-dessus de l'hôtel, donc sur les toits de l'hôtel, avec d'un côté la vue sur la mer et de l'autre côté la vue sur la montagne. C'était extraordinaire. Et en fait, le midi, entre midi et deux, j'allais faire deux séances d'Aguasofro. Et en fait, je suis arrivée donc le premier jour sur ce toit, sur le rooftop. Quand je suis arrivée, déjà, il y avait la radio à fond de la radio locale espagnole dans les haut-parleurs à fond. Alors, la piscine était réservée pour moi, hein, mais ils avaient juste oublié d'éteindre la radio. Donc, impossible de les contacter parce que moi, j'étais au-dessus. Et le vent s'est mis à souffler vraiment très fort. Et en fait, on a fait une séance, enfin, j'ai fait deux séances d'affilée ce jour-là, d'Agua Sofro dans des conditions un peu extrêmes où j'ai eu deux fois cinq sophrologues qui étaient là, où euh, on était dans le vent, mais c'était beau quand même avec la musique. Alors il y avait ma musique par-dessus, mais on s'est complètement adapté, on a complètement fait abstraction de tout le reste. On était un petit peu comme dans une tempête, on avait froid, on était... Et en fait, malgré ça, il y a eu des très très beaux retours, j'ai eu des phénos extraordinaires. Et sur les deux séances, j'en ai quand même deux qui sont venus se former sur ces deux séances-là. Comme quoi, on peut se retrouver quelquefois dans des conditions extrêmes où j'avais le choix de dire, oh là là, ça va pas être possible, on va pas le faire. Et puis, cette euphorie, cette envie de vivre cette expérience par les sophrologues. On s'est dit, allez, go, on y va, puis on fait. Comme Et quoi, l'adaptabilité est très intéressante. voilà, et en fait, ça a été des très belles séances. Et les deux sophrologues là, qui se sont inscrites, elles m'ont dit toutes les deux, malgré les conditions exceptionnelles qu'on a eues, alors exceptionnelles pas forcément dans le bon sens,
pour vivre la séance, c'était déjà tellement bien que j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie de proposer ça à mes clients et je viens me former, quoi. Enfin, voilà, donc c'était une très très belle expérience. Merci beaucoup pour ce partage. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui est le plus important pour toi, là où tu prends le plus de plaisir? Alors, on en a un peu un écho là avec ce que tu viens ce que tu viens de nous raconter, mais là où toi, tu prends le plus de plaisir dans la pratique de l'agua-sophro et de la sophrologie telle que toi, tu la pratiques. Alors, ça tombe bien cette question parce que justement, euh, ce qui est très important, c'est de faire vivre. J'aime beaucoup transmettre. Je suis passionnée moi, cette méthode. Je l'habite vraiment, enfin, elle m'habite vraiment. Je respire vraiment cette méthode que je trouve merveilleuse et parce que je vois ce qu'elle apporte aux gens. C'est pour ça que je la trouve merveilleuse. Euh, J'aime transmettre beaucoup. J'aime que les sophrologues après puissent faire vivre à leurs clients. Et pendant la formation, en fait, moi je suis très dans la vivance et pendant la formation, du coup, il y a un tiers du temps dans l'eau où on fait du ressenti, de la vivance, où je fais vivre aux stagiaires, en fait, qui sont déjà sophrologues. Et ça, c'est un moment pour moi qui est extraordinaire parce que je vois tout l'impact, tout ce que cette méthode peut déclencher dans les personnes. Et c'est pour ça que je le fais, parce que je veux absolument que les sophrologues, après, quand ils vont faire vivre, aient déjà vécu, eux, l'intensité de la méthode. Et ça me plaît tellement que je me suis rendu compte, là, je suis un petit peu dans un tournant de ma carrière, justement, où j'ai décidé que j'allais former moins, parce que mon objectif n'est pas de saturer le marché. J'allais me remettre moi aussi retrouver mon métier premier pour lequel j'ai créé cette méthode, qui est pour être moi-même thérapeute et Mhm. pour faire vivre à des gens moi-même. Et donc là, je suis en train de mettre en place ce virage-là pour aller faire vivre dans le mieux vivre, mieux être, et puis aussi pas mal dans la gestion des traumatismes, parce que je suis thérapeute EMDR aussi, et puis d'autres formations au niveau de la gestion des traumatismes. Et l'eau apporte vraiment à ce niveau-là quelque chose d'incroyable. Et je m'investis aussi avec une journaliste, Pascal Derme, euh, avec qui je commence à être vraiment en partenariat et travailler beaucoup sur la santé bleue. Et ça, c'est extraordinaire. La santé bleue, c'est comment l'eau peut aider les personnes à guérir, Mhm. à, à aller mieux, à se sentir mieux. Et on travaille beaucoup là-dessus, en fait. Ok. Voilà. Donc, moi, revenir aussi à la source Mhm. et revenir à la première essence pour laquelle j'ai créé cette méthode. Parce que cette méthode, elle vient de ce jour en 1985 où j'ai été en face de ce jeune, où quand il m'a dit ici, c'est le seul endroit où je retrouve ma dignité. C'est ce mot aussi qui m'a parlé, qui a fait que je me suis dit un jour je créerai une méthode pour faire vivre aux autres. Et ça, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de le faire. Ouais. Pour l'instant, j'ai créé la méthode, je l'ai transmise, mais j'ai pas encore fait ce que j'ai dit que je ferais en 1985, c'est-à-dire de faire vivre ça moi en Et tant que thérapeute. est-ce que tu aurais un dernier mot ou un dernier conseil à donner? Oui, la sophrologie, c'est vraiment une belle méthode. On est là vraiment pour aider les gens. Il y a quand même une chose qu'il faut pas oublier. C'est un très bon choix d'avoir choisi la sophrologie pour aider les gens. Je trouve ça formidable. Il faut pas oublier que quand on est sophrologue, on est d'abord chef d'entreprise et que pour faire tourner notre entreprise, on a choisi la sophrologie Mm. et on a choisi d'aider les gens par la sophrologie. Mais
ne pas oublier qu'on est chef d'entreprise d'abord parce que c'est triste de s'investir, d'y croire, d'avoir envie d'aider, et puis de se perdre soi-même et d'être obligé d'abandonner parce que on n'a pas su gérer son entreprise. Et c'est pas contradictoire d'être chef d'entreprise et d'être sophrologue. En fait, on est d'abord chef d'entreprise et après on utilise la sophrologie pour aider les gens. Le fait d'être chef d'entreprise n'enlève pas l'intention de notre mission, en fait, entre guillemets, si on... Oui, oui, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est aussi ce sur quoi nous, avec Emmanuel, on met vraiment le curseur. C'est-à-dire que si on veut pratiquer la sophrologie en cabinet, il y a toute une partie cachée que les clients qu'on accueille ne voient pas, mais qui est nécessaire pour que justement les cabinets soient remplis de clients qui nous permettent de pratiquer ce que nous avons choisi, quoi, la technique que nous avons choisie. Ouais. Oui, et puis aussi se dire que quand il y a d'autres sophrologues autour de nous, euh, en fait, les clients, ils viennent pour qui nous sommes nous, quoi, pour qui le client va venir vers moi pour qui je suis. Mm. Voilà. Donc, faut pas avoir peur, en fait. Faut pas se comparer aux autres et faut pas avoir peur et de se dire ah, elle va me piquer mes clients ou ou ceci ou cela. Euh, c'est vraiment penser à l'objectif final, aider les gens, croire en soi et savoir que il y a des gens qui vont être attirés par notre façon d'être, notre façon de faire et qui vont venir chez nous parce que c'est moi, quoi. Mm. Oui. Même s'il y a une autre sophrologue qui est installée plus loin. Mhm. Oui, Voilà. même parfois, aller rencontrer les autres sophrologues, ça permet aussi de créer un réseau. Et par rapport à certaines problématiques avec lesquelles on n'a pas envie, nous, de travailler plus spécifiquement, ou par exemple, si j'ai pas envie d'accompagner les enfants, mais que je sais que la sophrologue dans le cabinet un peu à côté, un peu plus loin, le fait, bah, du coup, on travaille ensemble, en fait. Exactement. Et nous, c'est ce qu'on fait justement à la fédération où il n'y a aucune concurrence et où on s'entraide et où on se contacte. Et elle se remplace. Alors, il y a quelque chose de formidable au niveau de la fédération, c'est que, par exemple, en aguasophrosène, ce que j'ai appelé aguasophrosène, où on peut prendre jusqu'à 10 personnes dans le domaine d'application, dans le domaine mieux vivre, mieux être. Euh, Donc, il y a des sophrologues qui se mettent en duo, qui se mettent ensemble pour proposer des séances d'aguasophrosène. Et c'est formidable parce qu'elles partagent, elles ou ils, hein, parce qu'il y a des garçons aussi en aguasophro, elles partagent des choses, les séances ensemble, elles animent ensemble. Et vraiment, ils disent toujours que c'est un moment magique, un moment formidable. Et aussi qui se remplace. C'est-à-dire que du coup, je pars en vacances, j'ai un empêchement, j'ai quelque chose, et ben j'ai ma collègue à côté qui a le même savoir-faire que moi en étant ce qu'elle est, hein, qui elle est, Mm. pardon, et qui va venir me remplacer et qui va venir m'aider, me remplacer. Donc c'est vraiment une entraide. Et c'est vrai que c'est dommage parce que j'entends souvent dire des sophrologues qui disent j'ai essayé de contacter les autres sophrologues autour de moi et soit j'ai pas eu de réponse, soit je me suis un peu fait percevoir. Il faut vraiment prendre ça comme une force, quoi, d'être plusieurs et d'être ensemble. Voilà. Mhm. Et à partir du moment où on est tous d'accord que c'est une force, bah forcément, on va pas être concurrent parce qu'on ne va pas être néfaste pour l'autre. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un de chez Sofroquet m'a dit un jour, parce que je me suis souvent posé cette question, la concurrence pousse à l'excellence. Et cette phrase, elle m'a fait beaucoup de bien. Mm. Voilà. Parce que, en effet, quand on a quelqu'un, si on n'a personne autour, qu'on est tout seul et que on a le monopole, ben voilà, on fait. Par contre, si on est plusieurs, si on a d'autres personnes autour de nous qui font la même pratique, j'enlève un peu le mot concurrence aussi parce que j'aime pas, mais qui peuvent être des concurrents. Et ben là, on va essayer d'aller au-dessus, d'évoluer, de s'améliorer, de proposer plus de choses, de qualité, voilà, on va se dépasser. Voilà, je cherchais. On va se dépasser
pour proposer des choses de mieux en mieux. Et ça, je trouve que c'est formidable. Oui, oui, oui. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés avec Emmanuel. Moi, je cherchais quelqu'un pour me remplacer il y a 7 ans de ça maintenant. Et du coup, on a créé des choses ensemble et de temps en temps, on se remplace. Et je trouve ça très confortable d'avoir quelqu'un qui peut prendre le relais quand bah, moi, je peux pas parce que je peux pas être là tout le temps. Et puis, donc, c'est très, très, très confortable. Et d'avoir quelqu'un en qui on a confiance aussi, qui pratique, parce qu'Emmanuel et moi, on a des pratiques qui sont différentes, des tempéraments différents, mais du coup, on propose des choses différentes et qui vont amener de l'intérêt pour les uns et pour les autres de façon différente. Et je trouve ça toujours très intéressant. Merci beaucoup, Véronique. Et bah, j'espère que Agua Sofro va continuer à se développer, se déployer. J'espère aussi que ce podcast va pouvoir le permettre et donner peut-être envie à des sophrologues, soit à partir de ce qu'ils sont aussi, de créer leur propre méthode, pas forcément en agua, hein, mais dans d'autres thématiques, à partir d'autres supports. On avait Philippe avec les chevaux. Il y a aussi des choses à faire, des choses qui sont très intéressantes dans le relationnel de l'être humain avec l'environnement. Oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à aller tester la Guasofro. C'est tellement bien.